Donc avant de commencer ce point du vendredi, petit disclaimer sur son contenu et sur pourquoi on présente aujourd'hui ce sujet-là. Donc, The Coding Machine dispose désormais donc d'un agrément CIR et d'un agrément C2I, jusqu'en 2026. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, The Coding Machine est une entreprise agréée pour faire de la recherche et développement et de l'innovation pour ses clients. Et donc nos clients vont pouvoir faire passer une partie de nos factures comme des dépenses d'innovation ou de recherche et développement, de leur crédit d'innovation et de leur crédit d'impôt recherche. Voilà. En fait, on va pouvoir sous-traiter de la recherche et de l'innovation. Donc, par contre, on n'est pas des spécialistes, du conseil en innovation et en recherche. Il y a des acteurs qui sont spécialisés en la matière et donc si un client, il veut prouver qu'il fait un projet innovant, ce n'est pas notre spécialité ni notre responsabilité, que de défendre le caractère innovant ou non, d'un projet d'un client. Voilà. Donc, cette présentation, elle a été en construite un peu dans le même état d'esprit, à savoir qu'on n'est pas des spécialistes et qu'elle a juste, l'objet de vulgariser un peu tout le contenu juridique et légal qu'il y a derrière ces crédits, afin de donner un coup de main à nos clients et partenaires qui seraient intéressés pour travailler avec nous sur des sujets d'innovation et de recherche. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'un crédit d'impôt? Donc la différence majeure, entre un crédit d'impôt et une réduction d'impôt, c'est que le crédit d'impôt, il va certes venir réduire vos impôts, mais si cette réduction dépasse zéro, vous allez être remboursé, de la différence. Alors qu'une réduction d'impôt, si vous arrivez à zéro impôt, bah, vous allez juste pas payer d'impôt, mais vous allez pas avoir droit à un remboursement, du coup, du surplus de crédit, que vous avez. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment de financement, dans la mesure où pour des petites entreprises, ce crédit va vraiment représenter un gain de trésorerie et donc un gain potentiel qui va pouvoir être réinvesti dans des projets à caractère innovant ou de recherche. Donc, les crédits d'impôt, ils fonctionnent tous sur une base déclarative. Donc c'est aux entreprises dans la bonne foi, de déclarer des projets innovants et des projets de recherche et donc de rattacher à ces projets des dépenses, des frais qui vont donner lieu à des aides, donc des crédits. Tout l'enjeu des crédits d'impôt, c'est que comme c'est sur une base de déclaration, le contrôle, il a lieu après coup et le risque, c'est que lors du contrôle, on vous dise que votre projet n'est pas innovant aux yeux de la loi ou qu'il ne constitue pas un projet de recherche et développement. Donc le principal risque quand on fait une déclaration de crédit d'impôt, c'est de déclarer un projet innovant et puis 1 an ou 2 ans plus tard, on a un contrôle fiscal et on se rend compte que le projet n'est pas innovant et du coup, on doit rembourser des impôts, concrètement. Bon, bien sûr, il y a plein de mécanismes et de manières de se protéger de ce genre de contrôles fiscaux, j'y reviendrai plus tard dans l'exposé. Donc il existe de très nombreux crédits d'impôt pour les entreprises. Il en existe aussi pour les particuliers, mais ce n'est pas le but de cette présentation. Donc j'en ai listé quelques-uns pour vous donner une idée en plus du CIR et du C2I. Donc il y a le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative. Il y a le crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo. Je me disais que ça vous intéresserait. Donc voilà, le crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo, il rend 30 des dépenses, liées au développement d'un jeu vidéo éligible pour un crédit d'impôt, à condition que le montant total de ce crédit d'impôt ne dépasse pas les 6 millions d'euros par entreprise et par exercice comptable. Donc on est sur quand même une belle aide, pour la création de jeux vidéo. Il y a le crédit d'impôt famille. Alors le crédit d'impôt famille, c'est pour les entreprises qui font des investissements pour faciliter la conciliation entre la vie de famille et la vie professionnelle. Par exemple, la création d'une crèche professionnelle, ça donne lieu à un crédit d'impôt famille. Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise, bah, ça porte bien son nom, hein. C'est l'État qui considère qu'avoir des dirigeants d'entreprise formés, mérite, d'octroyer une certaine aide. Donc pour commencer, je vais traiter du crédit d'impôt innovation, qui est celui qui va plus nous concerner chez The Coding Machine. Donc quelques chiffres au sujet du crédit d'impôt innovation. Le crédit d'impôt innovation, c'est quelque chose qui est assez récent, en particulier par rapport au crédit d'impôt recherche. Donc ça a été créé en 2013 et ça a été créé comme une déclinaison du crédit impôt recherche plus accessible pour les petites entreprises. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 entreprises bénéficiaires de ce crédit d'impôt innovation. Alors ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car ils ne sont pas forcément simples à trouver. Voilà, j'ai consolidé différentes sources. En moyenne, on considère que c'est à peu près 30 000 € de crédit qui est accordé en moyenne
annuellement par exercice comptable et par entreprise. Et il y a à peu près 2 000 entreprises agréées en 2022 qui peuvent sous-traiter de l'innovation, comme The Coding Machine va pouvoir le faire. Et parmi ces 2 000 entreprises agréées en 2022, il y en a à peu près 900 dans l'informatique. On y viendra plus tard, mais c'est lié au fait que le crédit d'impôt innovation se prête bien aux projets informatiques. Donc, c'est un ratio qui est presque de 50 et qui, en comparaison au ratio qu'on va avoir pour le crédit d'impôt recherche, est vraiment considérable. Donc, quelles sont les caractéristiques du crédit impôt innovation? Tout d'abord, à qui, ce crédit peut bénéficier? Et la réponse, bah, c'est les PME et exclusivement les PME au sens de l'Union européenne. Donc une PME pour l'Union européenne, c'est une entreprise qui a un effectif inférieur à 250 salariés et donc il faut vraiment avoir les 2 conditions, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros. Bon, vous réalisez bien que ça peut être des très grosses PME tout de même puisque, voilà, à ces yeux-là, ça peut être des entreprises qui sont presque 5 fois plus grandes en termes de chiffre d'affaires que The Coding Machine. Donc on est sur des entreprises de taille suffisamment conséquente. Donc ensuite, pour quel projet on peut bénéficier du C2I? Donc la définition fiscale, hein, c'est que le projet doit permettre de concevoir un prototype ou une installation pilote d'un produit nouveau, que vais être amené à définir un peu plus largement dans la slide suivante. Et ce produit nouveau, il doit être innovant. Et ça va être tout l'enjeu en fait d'une déclaration de projet au C2I. Ça va être de démontrer son caractère innovant et son éligibilité. Donc l'innovation, en fait, elle va se caractériser par rapport à un marché et cette innovation, elle doit apporter un gain de performance par rapport à ce qui existe à date, de lancement du projet innovant. Donc cette innovation, elle est appréciée selon différentes caractéristiques. Voilà, il y en a 4. Il y a le plan technique, le plan des fonctionnalités, le plan d'ergonomie et le plan de l'éco-conception. Donc concrètement, pour démontrer que votre projet, il est innovant, vous devez faire une étude de marché lors du lancement de votre projet et montrer que sur l'une de ces 4 dimensions, votre projet présente des performances supérieures. Donc jusqu'à combien d'aides et de crédits on peut bénéficier avec un crédit impôt innovation? Donc le crédit d'impôt innovation, il a un plafond de 400 000 € de crédit par an et par entreprise et depuis le 1er janvier 2023, heu et la loi Finances, le crédit d'impôt innovation a été renforcé. Auparavant, il n'y avait que 20 des dépenses qui étaient éligibles dans le CIR dans le C2I pardon et aujourd'hui c'est 30 à partir de janvier 2023. Donc voilà, c'est quand même une belle augmentation et ça montre que l'État, il s'inscrit vraiment dans une logique de soutien continu, de tous ces projets innovants et que le dispositif est jugé comme performant. Petite précision par rapport aux enjeux de trésorerie qui peuvent être liés à ces crédits d'impôt innovation. Hem, Vous n'avez pas l'argent tout de suite la première année. Si par exemple, vous déclarez un crédit impôt innovation et que c'est censé donner lieu à un remboursement, avant que vous ayez le remboursement, en fait, ce crédit va être reporté sur l'année suivante et si l'année suivante, vous êtes toujours, potentiellement remboursable, ça va être encore sur l'année suivante. C'est qu'au bout de la troisième année, si vous avez toujours pas été remboursé et que vous avez toujours un crédit, que vous pouviez être remboursé du solde. Néanmoins, dans certaines circonstances, il est possible de faire des demandes de remboursement immédiat, si vous avez besoin de trésorerie. Donc c'est une demande spécifique auprès de l'État. Voilà. Donc c'est un financement assez indirect et il donne pas forcément lieu à un gain substantiel de trésorerie instantané, puisqu'il faut attendre en théorie 3 ans avant d'avoir un premier gain de trésorerie, palpable. Donc la question la plus intéressante dans cet exposé, en fait, c'est, qu'est-ce que l'innovation? C'est pas forcément quelque chose qui est simple à définir. Et c'est quelque chose qu'on entend tout le temps au quotidien, mais non seulement c'est pas simple à définir entre nous et c'est encore moins simple à définir dans une logique légale. Comment l'État, il va juger si un projet, il est innovant ou pas? Donc il y a un document qui fait référence à l'échelle de l'OCDE, donc l'ensemble des pays développés. C'est le manuel d'Oslo. Donc il distingue 4 types d'innovations. Donc les innovations de produits, qu'il s'agisse de biens ou de services, les innovations de procédés, les innovations de commercialisation et les innovations d'organisation.
Donc le crédit d'impôt, il n'est possible que pour les innovations de produits qui reposent sur un bien et pas uniquement un service. Et pour que ce bien soit jugé innovant, il doit présenter des performances supérieures par rapport au marché. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc on revient à cette notion de il y a 4 dimensions de performance à analyser. Donc la technique, l'éco-conception, l'ergonomie et les fonctionnalités. Et une performance supérieure sur une seule de ces 4 dimensions peut justifier du caractère innovant d'un projet pour le rendre éligible au crédit d'impôt innovation. Hop. Donc pour résumer, voilà, votre innovation, elle se divise en 4 domaines, donc le produit, les procédés, les organisations et la commercialisation. Le C2I touche que le produit et ce produit doit porter sur un bien et non pas un service. Et ce bien doit être aussi tourné vers l'extérieur parce que la posture de l'État, c'est de se dire que une innovation qui va venir subventionner doit bénéficier au plus grand nombre. Donc, il faut que cette innovation soit accessible à l'extérieur. Donc, pour vous donner quelques exemples quand même dans tout ça, parce que c'est pas très clair. Par exemple, la plupart des litiges qu'il y a sur le crédit d'impôt innovation, ils sont liés à la distinction entre biens et services. Si on prend l'exemple de Deliveroo, par exemple, Deliveroo, l'État a considéré que leur innovation principale, c'était un service. C'était mettre à disposition des restaurateurs la possibilité de livrer à domicile leurs mets et leurs différents produits. Et donc c'est avant tout un service. Pour autant, Deliveroo, ils ont quand même eu un financement crédit impôt innovation parce qu'ils ont réussi à démontrer que dans leur application, qui était liée à leur service, il y avait des fonctionnalités innovantes, des gains de performance et cetera et cetera et cetera. Donc il ne faut surtout pas avoir une approche qui porte sur, je propose un nouveau service qui n'existe pas sur le marché, parce que ça ne vous permettra pas d'être éligible. Ce qui permet vraiment d'être éligible, c'est de parler de si on parle d'un projet qui est technique, donc une application, c'est de montrer que dans vos features, dans la manière dont vous l'avez développée, et dans la manière dont elle fonctionne, en termes de performance et d'ergonomie, quel a un avantage comparatif par rapport à ce qui existe sur le marché? Ensuite, il y a la deuxième source de litige, bah, c'est le fait que l'application soit tournée vers l'extérieur ou l'interne. Vous pensez bien que la plupart des applications, bah, c'est souvent un petit peu les 2. Là-dessus, globalement, il faut reconnaître que l'État et l'administration fiscale est assez tolérante du moment que les critères innovants et les performances supérieures que vous allez défendre sont portent sur ce qui touche à l'extérieur, en fait. Si le caractère innovant que vous défendez, il est lié qu'à une amélioration de performance interne et que cette performance supérieure ne bénéficie pas en externe, dans ce cas-là, vous n'aurez pas, vous serez pas forcément éligible. Voilà. À noter que, le crédit impôt innovation peut aussi porter sur des biens très matériels. Par exemple, admettons, vous êtes une compagnie aérienne et vous investissez dans l'innovation pour développer de nouveaux fauteuils plus confortables et plus surtout plus ergonomiques et éco-conçus. Vous serez totalement éligible pour le crédit impôt innovation. Vous êtes dans un bien matériel qui va bénéficier à vos clients extérieurs. Voilà. Donc ensuite, tout l'enjeu aussi quand vous allez faire une déclaration, c'est le montant, de crédit que vous allez demander. Une nouvelle fois, le contrôle, il se fait après coup. Donc c'est un petit peu à vous de dire: «Je pense être légitime de gagner tant de crédit». Et forcément, c'est souvent là qu'il y a des litiges où l'administration fiscale vous dit: «Oui, vous êtes éligible, mais non, vous ne devriez pas gagner autant de crédit». Donc pour le C2I, c'est relativement simple en termes de dépenses éligibles par rapport au CIR. La plupart des dépenses, c'est essentiellement du temps passé par les ressources dédiées sur le projet. Là où le C2I est assez intéressant par rapport au CIR, c'est que beaucoup de ressources de profils différents peuvent rentrer dans les dépenses éligibles au C2I. Pour le CIR, pour faire simple, il faut être chercheur la plupart du temps pour que vous soyez éligible dans les dépenses, du CIR. Pour le C2I, il n'y a pas de contrainte de diplôme, il n'y a pas forcément de contrainte de profil. Si voilà, dans une certaine mesure, les designers, les marketeurs ou les techniciens qui ont participé à des ateliers de conception, à, à des tests et cetera, sont tout à fait comptabilisables au temps passé.
dans le projet. Voilà. Une fonction support qui est l'assiette, des dépenses qui donne lieu à un crédit. Donc, pour quels travaux? Ce qui est intéressant avec le C2I, c'est qu'il n'y a pas que les développements qui sont éligibles, dans les aides que va fournir l'État. La phase de conception, rentre en compte et la phase de test aussi. La phase de test est appréciée au sens large. Il va pas forcément y avoir que la recette interne, chez nous. Il peut y avoir aussi, des logiques de bêta testing et cetera, avec des groupes de tests plus larges lors du lancement de l'application, par exemple. La phase de conception, il faut être vigilant, parce que, par exemple, une étude de marché, ce n'est pas éligible dans le crédit d'impôt innovation. Heu et c'est pareil pour tout ce qui va venir en aval, de votre prototype ou de votre projet innovant. Tout ce qui est commercialisation, fabrication, communication, publicité, marketing, tout ça et tout le temps que vous allez passer sur ces dépenses-là, c'est pas éligible, pour le crédit impôt innovation. Petite parenthèse, je creuserai pas ça là parce que ça commence à devenir complexe et que ça correspond pas forcément à la problématique de nos clients. Mais pour les entreprises agréées comme nous, qui vont, faire bénéficier de leurs services innovants à leurs clients et que, nous aussi on fait des projets innovants, donc il y a un potentiel conflit entre nos projets innovants et ceux de nos clients. Voilà, ça a été clarifié très récemment par la loi et il y a une méthode de calcul qui a été simplifiée pour pouvoir bien faire la part des choses entre, les projets TCM qui sont des projets innovants de TCM, exemple Boilerplate, Symfony, Vue.js et les projets, de nos clients sur lesquels, ils vont pouvoir, faire rentrer une partie de nos factures, dans leurs, dépenses éligibles au crédit. Petit point aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le risque avec tous ces crédits, c'est que le contrôle, il arrive après coup et que du coup, bah, ça peut représenter un enjeu de trésorerie et personne n'a envie d'avoir un redressement fiscal, parce que l'administration fiscale va juger que votre projet est pas innovant, ce qui, quoi qu'on en dise, n'est pas une question simple. Donc vous pouvez faire une démarche qui s'appelle un rescrit et ça consiste à demander à l'avance à l'administration si votre projet, il est innovant ou pas et si donc il est éligible, au crédit d'impôt innovation. Donc en termes concrets, la démarche, elle doit être faite 6 mois avant la date limite de dépôt de votre demande de crédit d'impôt et l'administration, elle a 3 mois pour donner un avis et se prononcer sur la validité et l'éligibilité ou non de votre projet innovant au crédit. Et si elle donne pas son avis dans les 3 mois, bah, dans ce cas-là, l'avis est jugé favorable et vous pourrez opposer à l'administration fiscale, que vous avez un avis favorable et donc ils ne pourront pas vous redresser fiscalement. Vous pouvez aussi faire, entre guillemets, «appel» si au bout, de votre première demande de rescrit, vous avez un avis négatif, l'administration donne la possibilité de revoir sa copie et dans ce cas-là, il y a 2 mois pour faire une demande de deuxième avis, suite à la première décision de rejet. Donc c'est fortement recommandé s'il y a un doute ou si, le projet innovant que vous vouliez rendre éligible est au cœur de votre business, et que vous lancez dans le développement d'un des premiers prototypes sur lequel va reposer tout votre business, et que vous avez déjà fait une étude de marché parce que vous êtes dans une logique de lancement de produit, bah, dans ce cas-là, c'est particulièrement intéressant de faire une demande de rescrit, dès le début pour s'assurer qu'après vous ayez pas une mauvaise surprise au moment où vous voulez lancer votre activité. Donc petite conclusion sur ce sujet du crédit impôt innovation, c'est un sujet complexe, mais qui en vaut vraiment la peine. Alors, le premier point, c'est que constituer un dossier pertinent pour le crédit impôt innovation, c'est un vrai travail. Ça demande une étude de marché générale, un dossier technique et une réelle réflexion pour justifier que les performances supérieures de votre produit, le sont sur une des 4 dimensions retenues, par l'administration fiscale, à savoir donc du coup les fonctionnalités, les performances techniques, l'ergonomie et l'éco-conception. C'est des sujets où l'interprétation peut être large. On a eu un point du vendredi sur l'éco-conception. Il y a plein de manières différentes de faire de l'éco-conception et démontrer il ne faut pas juste démontrer que vous faites de l'éco-conception, il faut que vous montrez que d'un point de vue de l'éco-conception, votre application a des performances supérieures ou a été supérieurement éco-conçue par rapport à celles qui existent déjà sur le marché. Ce qui commence à être une question pas simple. Bah, du coup, ça peut comporter un certain risque, hein, ce que je disais, à moins que vous fassiez un rescrit.
vous avez toujours le risque qu'après coup, on vous dise, finalement, vous n'étiez pas éligible, votre projet n'est pas innovant. Néanmoins, ce qui est hyper intéressant avec le crédit d'impôt innovation, c'est déjà de un, c'est qu'il est fait pour les PME, que la démarche, même si elle est assez complexe, elle est assez tolérante, sur les dépenses éligibles et même sur l'appréciation du caractère innovant. C'est-à-dire que même si dans le cadre réglementaire, ça peut sembler strict et complexe, dans la pratique, l'administration fiscale est vraiment dans une logique qu'il faut dynamiser les PME, il faut que l'innovation bénéficie au plus grand nombre. Donc, elle va apprécier globalement assez largement, surtout le critère de performance supérieure. Même si là-dessus, une nouvelle fois, nous ne sommes pas des prestataires spécialisés. J'avance ça, mais c'est beaucoup mieux de se faire accompagner. En particulier aussi parce que tous les prestataires spécialisés sur ces démarches de crédit, ils vont aussi vous fournir une sorte de garantie en cas de contrôle. Voilà, ils vont entre guillemets «partager la responsabilité» avec vous sur l'éligibilité ou non de votre projet innovant. Puisqu'ils vous conseillent sur l'innovation, si demain l'administration fiscale vous reproche que votre projet il n'est pas innovant, bah, ça va de soi que le prestataire que vous avez choisi pour vous accompagner sur l'innovation partage une part des responsabilités. Je reprécise une nouvelle fois que TCM et The Coding Machine ne fait absolument pas ça. Enfin, pour finir sur ce sujet-là, ce qui est vraiment intéressant avec le C2I, c'est de mettre en place au fil des ans une réelle stratégie d'innovation. Comme je l'ai dit, le C2I, en fait, le crédit, il se reporte sur 3 ans avant d'avoir un financement direct et un remboursement. Donc l'intérêt, c'est vraiment de parmi les projets dans lesquels on veut investir, de vraiment se poser la question de quels projets sont les plus innovants. Est-ce qu'ils répondent aux critères de l'administration fiscale? Et comment, dans mes dépenses, je vais tirer le maximum de tous les profils que je peux déclarer dans cette assiette éligible au crédit impôt innovation. Donc le crédit d'impôt recherche, je vais essayer de passer un peu plus vite car c'est moins la spécialité de The Coding Machine, même si on a aussi l'agrément pour le crédit impôt recherche. Donc le crédit impôt recherche, il est beaucoup plus ancien et c'est beaucoup plus gros parce que c'est lié à la recherche publique en partie. Donc ça a été créé en 1983. Aujourd'hui, il y a environ 27 000 entreprises qui sont bénéficiaires. Ça représente plus de 7,4 milliards d'euros de crédits accordés en 2019. Et aujourd'hui, il y a à peu près 5 000 entreprises environ qui sont agréées pour faire des prestations de sous-traitance de R&D. Il s'agit essentiellement d'organismes de recherche et aujourd'hui, il y en a que 800 qui font entre guillemets de la R&D tournée vers l'informatique. Donc par rapport au ratio de 50 qu'on avait sur le C2I, en ce qui concerne la recherche et la R&D, il y a des domaines extrêmement variés de recherche et de développement. Et c'est lié aussi à la nature de ce qu'est la R&D et de comment la loi la définit. Et j'y viens dans les slides suivantes. Donc tout d'abord, à quelles entreprises et structures, le CIR peut bénéficier? Bah, à quasiment toutes les entreprises. Ici, c'est pas seulement les PME, qui peuvent avoir accès au CIR et ça rend la chose intéressante parce que même les très, très grosses entreprises peuvent financer la recherche et développement et d'ailleurs, elles peuvent le faire sans réelle limitation des dépenses. J'y reviendrai après. Donc la seule condition pour qu'une entreprise puisse faire de la R&D éligible au crédit, c'est qu'elle soit au régime réel d'imposition. Donc, bon, régime réel, ça, c'est un choix que les toutes petites entreprises peuvent faire, mais globalement, la plupart des entreprises, sans rentrer dans le détail, sont au régime réel. C'est de la comptabilité. Et même certaines entreprises qui concrètement ne paient pas d'impôts, parce qu'elles sont sur des zones défiscalisées, ont le droit de faire un crédit d'impôt recherche. Donc, elles auront concrètement des aides. Donc, pour quel projet on peut bénéficier d'aides et de crédits sur la R&D? Alors, de la même manière qu'il y avait un document qui faisait foi pour, l'innovation, il y en a un pour les activités de R&D qui s'appelle le manuel de Frascati. Pour comprendre, en fait, c'est assez intéressant, mais, tous les pays développés, ils se sont mis d'accord assez rapidement sur ce qui devait être de la R&D pour pouvoir comparer entre eux leur budget de recherche et développement et mettre en place des programmes, surtout à l'échelle de l'Union européenne, de R&D mutuelle. Donc, ça fait très longtemps que les pays internationaux se sont mis d'accord sur ce qu'était de la R&D pour faciliter l'investissement et la collaboration sur ces sujets-là. Bon, il y a 3 catégories de recherche et développement. La recherche fondamentale, donc, bon, c'est assez simple à comprendre, mais, il y a une catégorisation très stricte d'un point de vue de la loi.
En fait, la recherche fondamentale, c'est de la théorie. Elle ne doit pas forcément avoir d'application particulière envisagée lors du début de la recherche et elle est tournée vers la diffusion générale de la connaissance. Et c'est vraiment ce critère qui va être retenu par la loi pour juger que c'est de la recherche fondamentale. La recherche appliquée, c'est tout l'inverse. Elle n'a pas forcément vocation à être diffusée sans contrainte. Elle est souvent associée à des brevets et à de la propriété intellectuelle sur laquelle une entreprise va pouvoir capitaliser, puisque la recherche appliquée, c'est concrètement mettre en application de la théorie pour réaliser un produit, des opérations ou des procédés qui vont apporter de la valeur à l'entreprise. Et la dernière dimension, c'est celle qui est la plus intéressante et la plus courante pour les activités de R&D, c'est le développement expérimental. Hem, c'est l'idée qu'il ne faut pas forcément aboutir à quelque chose de totalement nouveau, comme la recherche appliquée. La recherche appliquée, elle va vraiment, partir de la recherche et de vous trouver une application nouvelle. Le développement expérimental, il peut partir d'une application nouvelle et l'améliorer. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus continu et c'est vraiment surtout ça aujourd'hui qui, la plupart du temps, va rentrer dans, l'assiette de cire que les entreprises vont déclarer. Voilà et j'y viendrai sur la slide suivante, mais il y a 5 critères qu'il faut retenir pour justifier d'une activité de recherche et développement, du point de vue du développement expérimental. Il y a pas de maximum pour le CIR. Le CIR, il correspond à 30 des dépenses de R&D, qu'une entreprise effectue, jusqu'à 100 millions d'euros de CIR, hein. C'est-à-dire au-delà de 100 millions d'euros d'aide, il y a plus que 5 des dépenses supplémentaires qui vont être prises en compte. Mais bon, c'est-à-dire qu'avant d'arriver à 100 millions d'euros de CIR, il faut que vous ayez dépensé, plus de presque plus de 300 millions d'euros dans la recherche et développement. Donc, on est sur des montants qui peuvent être vraiment considérables et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant pour les grandes entreprises. Après, je répète, de la même manière que pour le C2I, il y a pas de remboursement immédiat l'année même des dépenses, il faut attendre 3 ans. Alors, comment on définit une activité de R&D quand il ne s'agit pas de théorie ou de recherche appliquée? Donc pour qu'une entreprise montre qu'elle a fait de la R&D et qu'elle est venue améliorer, des choses, il faut que cette recherche comporte un élément de nouveauté. Le principe de la R&D, c'est vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances et c'est là que ça se différencie vraiment de l'innovation. L'innovation, elle porte systématiquement sur un produit ou un bien matériel ou immatériel, mais bon, quelque chose de une application ou un fauteuil. La R&D, c'est totalement abstrait, ça doit être des connaissances et il faut que l'activité de R&D vienne apporter une nouveauté en termes de connaissances et ce qui est intéressant, c'est que cette nouveauté, ça peut être, une découverte, mais ça peut être aussi un résultat qu'on n'avait pas prévu. On a fait de la R&D, on a raté, on a eu un échec, mais ça, en tant que tel, c'est considéré comme un élément de nouveauté qui bénéficie à la communauté. C'est-à-dire la communauté bénéficie autant des échecs que des réussites et c'est tout à fait éligible de demander des financements pour un projet raté. Enfin, entre guillemets. Il faut ensuite que ça comporte un élément de créativité. Bon, ben, il faut que par rapport à l'état de l'art, l'approche et la démarche, soient nouvelles et qu'elles reposent sur des concepts nouveaux. De manière concrète, ça se justifie par, une étude documentaire, il faut lire des thèses, il faut montrer que globalement, l'approche qui a été faite est nouvelle. Il faut qu'il y ait un élément d'incertitude sur, la capacité à réussir le projet de R&D. C'est-à-dire que j'identifiais une problématique nouvelle, et créative, bah, ça fait sens que je ne sois pas forcément sûr, de pouvoir la résoudre et ça vient conforter l'idée de nouveauté. Heu il faut que ce soit systématique. L'État apporte une grande importance sur le fait qu'une démarche de R&D, elle doit être particulièrement structurée et planifiée et que les résultats et l'approche R&D correspondent à une pratique qui aujourd'hui est standardisée. On revient sur la notion de recherche documentaire, catégorisation de l'état de l'art, poser une problématique et cetera. Et enfin, dernier point, ce qui est logique dans une activité de R&D et au fait qu'elles doivent être structurées, c'est que toutes ces recherches et travaux de R&D doivent être structurés d'une manière où c'est facilement reproductible et facilement transférable pour bénéficier au plus grand nombre. En ce qui concerne, une fois qu'on s'assure que notre activité de R&D, elle est éligible et qu'elle donne bien droit à un crédit pour la R&D, il y a beaucoup de dépenses possibles contrairement aux C2I qui peuvent rentrer dans l'assiette du CIR. Je vais passer assez rapidement parce que c'est assez technique, mais globalement, voilà, vous pouvez rendre éligibles les dépenses de dotation aux amortissements, donc ça, c'est plutôt de la comptabilité.
toutes les dépenses de personnel qui est compétent pour faire de la R&D. Donc en général, dans le CIR, les dépenses de personnel, c'est 50 des dépenses déclarées. La contrainte du CIR, c'est que les dépenses, il doit s'agir de chercheurs. Donc, aux yeux de la loi, un chercheur, c'est quelqu'un qui a un master au minimum, de technicien de recherche. Alors, technicien de recherche, c'est aussi un diplôme, mais la loi accepte que des stagiaires ou des apprentis techniciens de recherche, à condition que dans l'exercice de leur travail, ce soit un métier de technicien de recherche, ils peuvent rentrer dans les dépenses. Ensuite, il y a les doctorants et éventuellement les dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est la contrainte majeure, tout le personnel n'est pas éligible, voilà, il faut être compétent pour faire de la R&D, ce qui fait sens. Ensuite, il y a ce que la droit appelle les dépenses de fonctionnement. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, elles sont calculées, par profil. Vous avez tant de chercheurs qui travaillent à vos travaux de R&D, alors les frais de fonctionnement, ils vont être de tant. C'est quelque chose qui est fixé de manière forfaitaire selon les types de profils que vous allez, nommer sur votre projet, et ils ont un pourcentage, voilà, qui est fixé, par défaut. Donc ensuite, il y a les dépenses de sous-traitance. Donc ça, j'y reviens dans la slide suivante, puisque c'est ce qui nous concerne le plus en tant que prestataire. Ensuite, il y a toutes les dépenses relatives à la protection de la propriété intellectuelle, donc c'est essentiellement les brevets. Donc, il y a beaucoup de frais qui entourent les brevets. Il y a les frais de dépôt, il y a les frais d'assurance, il y a les frais d'amortissement et il y a aussi les frais de dépenses en cas de procès, si vous voulez, lutter contre la contrefaçon. Ensuite, il y a quelque chose d'assez original dans l'assiette du crédit impôt recherche, c'est tout ce qui est dépenses de normalisation. Donc la normalisation, c'est par exemple la norme ISO 27001. Même s'il n'y a pas d'activité de R&D qui est liée à ça, on peut tout à fait, faire passer une part des dépenses qui sont liées à l'ISO 27001 dans, des dépenses qui donnent lieu à un crédit d'impôt. La seule contrainte, c'est que l'organisme qui nous fait passer la norme, fasse partie d'une liste d'organismes certifiés, R&D, voilà. Et enfin, dernier point, tout ce qui est veille technologique, est éligible dans les dépenses du crédit, dans une limite de 60 000 € par exercice. Par exemple, les dépenses de veille technologique, pour des labos de recherche, ça va être l'abonnement à des revues scientifiques, ce qui peut être très cher. Ça peut être éventuellement la participation à des congrès et cetera et cetera. Donc je parlais tout à l'heure des dépenses de sous-traitance, de R&D et de leur éligibilité, pour le crédit. Il y a pas tant de contraintes que ça, pour que les dépenses auprès d'un prestataire soient éligibles. Il faut qu'ils soient implantés, dans l'espace économique européen et en général, il faut qu'ils soient agréés CIR. Bah, voilà, de la même manière que The Coding Machine a obtenu l'agrément CIR il y a pas longtemps, la plupart des entreprises qui veulent être considérées comme des, entre guillemets, «laboratoires de recherche et développement», doivent faire une démarche auprès du ministère de la Recherche pour être agréées. Pour certains prestataires, le montant facturé des dépenses de recherche et développement, il est pris en compte en double. C'est-à-dire que toutes les factures et toutes les dépenses que cet organisme de recherche va vous facturer, eh bien, elles seront multipliées par 2. C'est pas du tout le cas pour TCM, hein, parce qu'on n'est pas, le CNRS, on est une entreprise privée. Et pour les entreprises privées comme nous, heu, il y a une limite globale de ces dépenses externes qui est à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà. C'est-à-dire que nos clients, ils pourront pas faire passer plus de 10 millions d'euros de nos factures, dans leurs dépenses de R&D. Bon, c'est déjà beaucoup, hein. Et si, c'est une de nos filiales qui fait de la R&D pour nous, alors cette limite, elle est que de 2 millions d'euros. Point intéressant, c'est qu'une entreprise qui sous-traite de la R&D, elle ne peut pas sous-traiter plus de 3 fois, le montant de ses propres activités de R&D. L'État considère que si vous sous-traitez de la R&D, vous devez quand même en faire un petit peu aussi de votre côté. Voilà, vous ne pouvez pas intégralement sous-traiter la totalité de votre activité de recherche et développement. Il faut que vous assuriez au moins un tiers des dépenses, relatives à la R&D. Nouvelle fois, côté prestataire, il faut être bien vigilant quand il y a des activités de R&D internes et celles pour nos clients. Une nouvelle fois, il y a le rescrit est possible et là, on a de la chance parce que c'est exactement le même fonctionnement, que pour le crédit d'impôt innovation. Donc, voilà, je ne vous referai pas cette slide une deuxième fois et j'en suis très content. En conclusion, sur, le crédit d'impôt recherche cette fois, le crédit d'impôt recherche, il est peut-être plus ouvert que le crédit d'impôt innovation parce qu'il s'adresse à tous les types d'entreprises.
et il s'adresse à la connaissance. C'est vraiment ça porte sur la connaissance et ça porte pas sur, un bien matériel ou immatériel, tourné vers l'extérieur. Donc bah, le panorama est beaucoup plus large. C'est la raison pour laquelle, il n'y a pas que des entreprises d'informatique qui sont agréées pour faire de la R&D, éligibles au CIR. Il y a vraiment tout plein de sujets, tout plein de laboratoires de recherche, qui sont spécialistes de plein de sujets différents, qui sont agréés. Par contre, là où il y a un enjeu, c'est peut-être pas forcément sur, on va dire, sur le fait de pouvoir demander, ou de pouvoir mettre en place de la R&D. C'est vraiment sur ce qu'il faut mettre en place pour démontrer, le fait que vous faites de la recherche. Il faut que vous ayez des ressources de haut niveau, souvent des thésards, des doctorants ou au moins des gens qui ont des masters et il faut que vous soyez capable de justifier de ce que l'État appelle des indicateurs de recherche et développement. Bon, bah, des publications, des thèses, des brevets et cetera et cetera. Voilà. Dans la pratique, en fait, la R&D, ça reste quelque chose qui est très structuré à l'échelle nationale. C'est quelque chose qui est en place depuis très longtemps. Je parlais que ça date de 1983. La recherche est quelque chose qui est entre le public et le privé en France, donc tout a été pensé pour une collaboration de cette manière-là et la plupart, c'est organisé sur des pôles de R&D avec des dispositifs, en fait, qui visent la collaboration publique-privée et c'est pour ça aussi que l'État s'est rendu compte que les PME privées avaient comme The Coding Machine avait pas forcément, de l'aisance pour se positionner sur ces activités de R&D-là et c'est pour ça qu'elle est venue créer en complément le C2I. Voilà. Donc l'ensemble des limites que vous pouvez trouver au CIR, bah, ont été prises en compte par l'État pour créer le C2I. Donc voilà, si vous voulez creuser les sujets, j'ai mis mes sources ici, et elles seront disponibles. Est-ce que vous avez des questions? Dans Pas ce cas-là, vu les différents. on m'entend pas. Non, vas-y, Quentin, on Ouais, t'entend. j'ai vu une question de Thibaut. Alors, est-ce que la participation ouais, si, je vous entends. Ah, Je vous attends, on écoute. prend la question de Je sais Quentin pas qui qui est en c'est qui live. voulait poser une question. Vas-y, Allez, Quentin, vas-y. Ouais. allez, merci, je prends. Est-ce qu'un POC est éligible, plus un C2I en l'occurrence, étant donné qu'il peut être jetable et que ça ne peut pas forcément le caractériser comme un produit? Il est totalement éligible, ça rentre, totalement dans le texte. Par contre, il faut que ce POC, le produit final en tout cas, ou même lors des tests que tu vas faire, il soit tourné vers l'extérieur. Et comme, ton C2I, il te permet de faire passer ta conception dedans, tu peux tout à fait rendre ton POC éligible. Ok, L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit, qui ait une logique de finalité. Donc ton POC, il est pour tester des choses et pour amener à un produit à l'avenir. Donc il est éligible. Même s'il aboutit pas dans le fond parce que même s'il aboutit pas. Ok, bah, il aboutit pas, c'est pas de ta faute. Tu vois, tu as quand même testé le marché, tu as quand même testé le produit, et Mmh. donc ton POC est éligible. Après, bah, s'il aboutit pas, bah, tu n'auras pas le projet d'après qui aurait peut-être pu être tout éligible, à fait. mais là qui ne sera pas parce que bah, il aboutit pas. Ok, très bien. Et Merci. sinon, tu peux dire à ton client, en fait, parce que c'est à ton client, en fait, de justifier que son projet est innovant. Donc, il peut faire une demande de rescrit, Une demande de de rescrit. En gros, il va demander à rescrit. Ok, l'administration fiscale avant son projet, ouais, est-ce que c'est OK ou pas? Il est éligible ou pas? Tu vois? ouais, complètement. Ok. Juste pour Est-ce rebondir qu'il y a sur ce que tu d'autres disais, Nico, faut quand même que ton POC, tu l'aies lancé sur le marché, du coup, pour être éligible à ça. Parce que du coup, si tu fais juste un POC en mode étude de marché, où ton POC reste en interne et puis tu fais des tests, etc., sur Non, non, il faut qu'il d'autres soit testé. personnes, il faut qu'il soit vraiment testé vers Ouais, l'extérieur. en tout cas, il faut que ce soit la finalité que tu présentes. D'accord, ok. Après, Mmh. tu pourras toujours expliquer la raison pour laquelle t'as pas pu le faire, etc. Et ça pourrait passer quand même, si tu as un contrôle. Mais la base, c'est quand même que normalement, tu dois être tourné vers l'extérieur. Donc, D'accord. effectivement, si tu fais un POC uniquement en interne pour tester uniquement en interne, là, il faudrait presque, enfin, il faudrait trouver une autre manière de le présenter, sinon. Presque aller chercher de la recherche à la limite, parce que Oui. là, tu as cette non-finalité
de dire peut-être que ça aboutira jamais, ce qui est un peu le principe de la recherche. Et là, dans ce cas-là, il faudrait peut-être réécrire ton truc pour. Tout est dans la description finalement de ton outil et de ton développement, parce que pour nous, ce sera du développement la plupart du temps. Mais ouais, c'est pas forcément toujours simple à présenter, mais l'idée, normalement, pour le C2I, c'est vraiment d'avoir un outil qui est tourné vers l'extérieur et qui arrive sur le marché, quoi. Mm. Même si tu fais juste un atelier test avec des gens que tu invites et qui sont pas de ton entreprise, ça peut peut-être suffire à le démontrer que c'est un POC, tu vois. Tu D'accord. t'organises un atelier avec des gens que tu connais pas, t'as pas forcément release ton produit, tu vois, mais tu as fait ton POC, tu fais un atelier Ouais, utilisateur, ou une UX, présentation, une démo, ou un truc du genre. voilà, ça suffit amplement. J'ai une autre question, Charles. Mhm. Vu que c'est pas la spécialité de TCM de certifier ou de mettre le coup de tampon sur le fait qu'un projet est innovant ou pas, est-ce qu'on a des partenaires qui font du conseil dans ce genre de sujet vers lesquels on peut Ouais. rediriger nos clients éventuellement? Bien sûr. Alors déjà, nous, on s'est nous-mêmes fait accompagner pour nos démarches. Donc on s'est fait accompagner par un cabinet qui s'appelle Layton. Avant, on travaillait avec un cabinet qui s'appelait Ineance. Et il y en a plusieurs des acteurs. C'est un marché qui s'est vraiment consolidé parce qu'en fait, la plupart des entreprises vont systématiquement utiliser un sous-traitant. Et les sous-traitants, ils ont une formule en fait au succès. C'est-à-dire qu'ils t'accompagnent à long terme et plus tu vas gagner de l'argent grâce au crédit, plus ils se rémunèrent. Ouais, logique. Voilà. Ok. Mais oui, si tu viens me voir, je peux te donner des contacts éventuellement ou des entreprises que j'ai sourcées ou que j'ai pu voir. Bonjour Virginie, juste je me permets d'intervenir. Nous, on a une liste, en fait, il y a une dizaine de cabinets agréés qui peuvent faire ça. Et on a la liste, si vous voulez, je vous la transmets, de toutes ces boîtes qui sont en capacité d'accompagner les entreprises sur ces sujets. Bah, avec Ah, plaisir, super, en tout cas, moi, je suis preneur. Ok, je vous la fais passer. Super. top. Pour ceux qui n'ont pas reconnu Virginie, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, mais qui est Virginie? Je suis là. Voilà. Virginie, c'est Voilà. chef de projet Oasis qui travaille avec Soumaya et du coup avec laquelle on a aussi réfléchi à cette logique de crédit impôt innovation pour lancer les futurs projets, etc. Donc voilà, il y a un sujet en cours aussi ensemble, un petit peu Alors sur. absolument, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, mais là on est en plein dedans. Donc nous on a fait appel à un cabinet qui s'appelle Sogedev, qui fait partie de la liste des 10 cabinets, voilà. Et on démarre juste, donc là j'attends leur compte rendu, je leur ai présenté notre projet et j'attends leur compte rendu. Donc je vais certainement revenir vers vous assez rapidement, TCM. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Questions ouvertes à tout le monde. Est-ce qu'il reste des questions en live? Il y avait celle de Thibaut du coup, elle peut te permettre Ouais. d'enchaîner. Bah, est-ce que la participation à des forums PHP Node peut être considérée comme entrant dans dépenses de R&D? Je pense que oui, totalement. Après, il faut qu'on justifie qu'on fait des activités de R&D autour de PHP, Node.js, etc. Et aujourd'hui, on gagnerait à se structurer un petit peu autour de cet axe-là. On est à la limite de ce qui est éligible parce qu'on n'a pas encore, nous, une grosse activité de R&D en la matière. D'accord, merci Charles. Autre question. Allez-y. Allez, j'y vais. Quid du groupe? Alors, Lyon, je suis un peu plus au courant, mais typiquement, étant donné qu'on a les structures à Hong Kong et à Lisbonne, est-ce qu'elles peuvent bénéficier pour leurs clients de ces agréments également? Ouais, alors non, déjà parce que Hong Kong n'est pas dans l'Union européenne, donc ça exclut totalement le problème. Sauf, non, ça peut pas marcher. Et en fait, ça dépend aussi d'une question de logique comptable. À partir du moment où chaque entité et chaque filiale est autonome dans sa facturation et facture en son nom, tu peux pas déclarer ces factures comme, tu vois, si un client il a une facture de TCM Lisbonne
et que TCM Lisbonne n'est pas agréé, bah, ça peut pas marcher. Et est-ce que des collaborateurs de Lisbonne peuvent intervenir sur un projet non, Oui, et dans ce cas-là, que là ça rentre dans la facturation? Bon, ok. là, totalement. En fait, d'un point de vue de l'administration fiscale, hein, tant que ta facture, elle a été mise par une entreprise qui est agréée, il y a pas de Ouais, problème. ok. Dans l'esprit, tu pourrais travailler avec un freelance, en fait, tu vois. Tu pourrais très Mmh. bien avoir un freelance qui travaille avec toi, qui t'accompagne sur un projet, qui lui porte l'innovation ou la recherche. Et en fait, les coûts que tu as à employer cette personne d'une manière ou d'une autre rentrent dans l'assiette, quoi. Ok, et typiquement, par rapport à ce que tu viens de dire, à Lyon, étant donné qu'on n'a que l'agrément C2I, est-ce que ça peut être intéressant d'avoir des freelances qui sont doctorants et donc qui peuvent avoir certaines qu'on pourrait faire monter sur des sujets de CIR? Bah, c'est toujours intéressant. Après, c'est une vraie stratégie et il faut quand même leur donner du grain à moudre. Ça va être une thèse, il faut que tu les encadres. Enfin, c'est d'autres enjeux, en fait, au final. Mais oui, ça peut être intéressant. Après, est-ce que tu as des clients que tu vas pouvoir, «démarcher» entre guillemets sur de Mm. la pure R&D? Pour moi, l'analyse, elle se fait à deux niveaux. C'est soit on a envie quelque part de quasiment faire du mécénat et de profiter un peu de ce système de CIR pour n'en payer qu'une partie, puisque tu pourrais déclarer ce que tu fais, mais du coup, tu as envie de faire avancer la recherche sur les domaines, mais t'as pas forcément d'application pour tes propres clients ou projets. Et là, tu peux avoir cette idée et cette envie, mais c'est une vraie organisation à part entière. Ou alors, tu sais que tu as des clients ou des projets susceptibles d'accueillir des résultats de ta recherche dans le futur. Et là, dans ce cas-là, tu peux mettre en place une équipe de freelance pour mener la recherche qui servira tes projets par la suite. Donc vraiment, il y a deux visions là-dessus. Mais TCM demain pourrait très bien se dire, on a envie de supporter la recherche, donc on monte en place des projets de recherche Avec une équipe dédiée. et avec une équipe dédiée, et après on va chercher le CIR comment dire, Ouais, pour nous pour le accompagner là-dedans. financer en partie, ouais, complètement. Ok. Ça peut être beaucoup de l'opportunisme, en fait. Tu as un client qui dit qu'il veut faire de la R&D, il a une problématique super spécifique. Pourquoi pas essayer de recruter un thésard, par rapport à la problématique de ton client? Et tu commences comme ça et tu vois où ça mène. Ok. Virginie, vous aviez une question? Oui, moi j'avais une petite question, mais c'est pas vraiment sur ça. Enfin, si, c'est sur la première partie, sur les autres crédits. Il y a possibilité de crédit pour la création de jeux vidéo. Je voulais Mmh. savoir si tu sais si ça concerne aussi les serious games. Ah, bonne question. Je me suis posé la question pour Work Adventure, pour savoir si eux étaient éligibles au crédit jeux vidéo. Et déjà, c'est pas facile parce qu'on est à la limite de la limite. Mm. Je et je pense qu'il y a une contrainte technique au sens où il faut qu'il y ait un moteur de jeu, vidéo. Alors il y en a beaucoup. Alors après, parce que Serious Game, du coup, c'est pas vraiment un jeu vidéo, sauf si il est basé sur quand même un jeu vidéo, un Un moteur moteur de jeu vidéo. graphique ou ouais. Ouais. Faudrait creuser ce côté-là, hein. Parce que souvent, c'est vrai, quand on lit la norme, il y a quand même marqué vraiment ce sujet de moteur, et notamment un peu ce côté graphique. Donc, à voir. Alors après, sachez que à travers mes échanges avec justement la boîte de conseil là, qui nous accompagne, tout ce qui est learning, ou digital learning, ou tout ce qui est, c'est surtout pas tant ça, c'est surtout les organismes de formation. En fait, ils sont pas du tout éligibles parce que ils considèrent que l'État considère qu'ils sont déjà aidés via ce qu'ils récupèrent du CPF, etc. Donc, les organismes de formation, d'une manière générale, ne sont pas éligibles à ce type de crédit d'impôt. Donc, c'est pour ça le serious game, bon, voilà, ça, à mon avis, c'est. Merci. Ok. Il y a pas de quoi. Il y a une question de Mistral, à moins qu'il y ait d'autres questions live tant qu'on y est. Bon alors je vais répondre à la question de Mistral parce que c'est une question piège.
Y a-t-il un montant minimum pour être éligible ou dit autrement, à quel point les démarches nécessitent de s'impliquer pour un montant minimum? En fait, la première réponse que je pourrais te donner, Mistral, c'est que de toute façon, les dépenses qui sont éligibles dans ton assiette de C2I ou de CIR, c'est 30 de tes dépenses de recherche ou d'innovation. C'est-à-dire qu'au moment où tu réalises, que tu veux éventuellement faire du CIR et cetera, ça veut dire que tu as quand même une activité d'innovation et de recherche qui est à peu près conséquente. Si on disait que le crédit moyen de C2I, c'était, 30 000 €, bah, ça veut dire que concrètement, tu investis déjà presque 100 000 €, dans des activités innovantes ou dans ta création de prod de produits. Et en plus, comme le C2I, il est très lié à un produit, en fait, la réflexion, elle se fait plus à l'inverse, en amont, ou du style, je veux développer un nouveau produit, on va vers The Coding Machine ou c'est pour la DT en interne et on estime, avec un chiffrage que ce produit, il va coûter 100 000 €. Bah, ouais, là, du coup, ça vaut le coup d'aller chercher le crédit impôt innovation. Pour le CIR, comme l'a dit Nico, il y a plusieurs manières de l'apprécier et c'est beaucoup plus complexe, heu, de dire ça. Parce qu'en fait, c'est plutôt, la plupart des entreprises qui font du CIR, c'est de base des labos de recherche. C'est leur activité seule et unique. C'est que des thésards et des doctorants, qui sont des organismes de recherche spécialisés sur certains sujets et ils font que de la sous-traitance de R&D. Ils sont c'est pas leur business annexe. Est-ce que ça répond à ta question, Mistral? Je posais la question par rapport à l'open source, évidemment. Tu l'as compris. Donc, parce qu'on a plusieurs projets, dire que un des projets coûte 100 000 €, c'est peut-être beaucoup, en tout cas à l'année. C'était un peu pour ça ma question. Est-ce qu'on a intérêt à commencer à comptabiliser, à avoir un peu Ah oui, c'était plus un découpage. ouais, voilà, est-ce qu'on peut mixer plusieurs projets, etc. Ou on va être obligé de faire plusieurs complètement. dossiers, etc. Quoi. C'était Je pense qu'il va falloir faire un découpage par projet dans le dossier. C'est ça. Après, là où ça devient intéressant, c'est comme je le disais, beaucoup de dépenses annexes. Tu peux faire passer pas mal de dépenses dans l'assiette et du coup, tu la fais grossir un peu artificiellement, hein, même si c'est respecter la loi. Mais si tu fais des ateliers de conception, si tu fais de la recette, si tu fais du test et cetera, tu peux le faire passer et en gros, tu élargis un petit peu comme ça, tes droits par rapport peut-être au temps passé réel que toi tu y as passé, tu vois? Bon après là, ça fait partie du jeu de dupes avec l'administration, hein, on va pas se leurrer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Concrètement, c'est aussi faire mieux et plus qualitatif de s'entourer et d'essayer de faire les choses avec plus de moyens. Mais je vois ça. Donc ça veut dire qu'en CAR, il faudrait qu'on arrive à chiffrer. Je sais pas, j'ai aucune idée, mais peut-être que Kevin aura une meilleure idée de ça, de savoir combien on dépense actuellement sur notre activité open source et est-ce que parmi celles-ci, on pourrait avoir une part non négligeable de l'ordre de l'innovation. C'est exactement ça. Il faut bien différencier le montant que tu vas aller chercher parce que tu fais une activité, etc. Et là, tu peux aller prendre tout ce que tu fais. Tu peux tout sommer, il faut tout expliquer, il faut tout détailler, etc. Avec le dossier d'agrément. Pour le dossier d'agrément, tu prends un projet qui va amener cette logique d'obtenir l'agrément de recherche ou etc. Et c'est pas du tout la même chose. Donc il faut juste séparer ces deux sujets-là. Mais sinon, toute l'activité que tu fais, peu importe si t'as passé 3 jours dessus ou 3 mois, tu peux le déclarer pour avoir le crédit d'impôt. Donc c'est deux choses. Il y a le crédit d'impôt et il y a l'agrément. Ouais, c'est tout. Ok. On va avancer dessus. Mais Kevin est très au courant de ça. Hein. Et normalement, on a pris un forfait avec le prestataire qui, comme je disais, est à la réussite. Donc ils nous ont aidés initialement à passer les agréments CIR et C2I. Mais à l'avenir, normalement, le cœur de leur prestation, c'est de nous aider aussi à nous organiser un petit peu et de voir comment on peut efficacement,
jouer dans les règles pour maximiser le crédit sans perdre trop de temps.